fin du cours sur la diode et le transistor en parlant de deux évolutions du transistor bipolaire, c'est-à-dire le transistor MOSFET et l'IGBT. Alors les progrès dans les semi-conducteurs ont permis l'arrivée des transistors appelés MOSFET dans les années 75-80 et il a été particulièrement utilisé dans les convertisseurs de petite puissance. Alors lié au fait qu'il se comporte au niveau de son entrée comme un condensateur qu'il faut charger, donc ça simplifie une commande. La grosse différence, une des grosses différences, c'est son mode de commande. Il n'est plus commandé en courant, comme le transistor bipolaire, mais il est commandé en tension. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est la particularité de son état passant qui le fait se comporter comme une résistance de très faible valeur lorsque il est commandé et de valeur élevée lorsqu'il n'est pas commandé. Alors on trouve de la même façon que pour le transistor bipolaire NPN-PNP, donc des MOSFET à canal N et des MOSFET à canal P, bon, à voir après plus particulièrement. Donc ça correspond aux deux cadrans de fonctionnement du transistor bipolaire par rapport à la caractéristique statique de l'interrupteur. Et on a le drain à la source et non pas le collecteur et l'émetteur et la gâchette de commande et non pas la base pour le transistor. Bon, voilà. Ce cours ne se veut pas une étude précise du MOS, mais simplement une introduction à ses particularités. Alors, lorsque la tension drain-source est à sa valeur nominale, RDS va être minimum. Alors, on nomme RDS la résistance entre le drain et la source. Je rappelle que c'est une résistance commandée en tension. On dit que le transistor est passant et on donne la valeur RDS on, par exemple, qui sera à prendre dans la documentation constructeur. Lorsque la tension drain-source est nulle, la résistance est infinie et à ce moment-là, on peut dire que la sortie du condensateur entre les bornes D et S, on a un petit condensateur qu'il faut parfois prendre en compte. Alors, le gros avantage de ce composant, c'est qu'on n'a plus une commande en courant, mais une commande en tension qui consiste à charger puis décharger un petit condensateur. Et il faut savoir que cette dépense d'énergie sera toujours inférieure à celle qui est nécessaire à la commande d'un transistor bipolaire de puissance équivalente. Donc c'est pour ça que ce composant, alors lorsqu'on sait le fabriquer pour des tensions et des tenues en tension et en courant équivalentes au transistor bipolaire, c'est pour ça qu'il a pris la place du transistor bipolaire dans les petites puissances. Donc cette commande se fait avec des fréquences de fonctionnement qui sont jusqu'à 10 fois plus élevées qu'avec un transistor et avec des puissances plus faibles. Donc c'est ça le gros avantage du transistor MOSFET par rapport au transistor bipolaire. Alors après l'arrivée du MOSFET, on a eu l'IGBT. Et finalement, l'IGBT, c'est un composant qui combine quelque part un MOSFET et un transistor bipolaire. Donc du coup, on va avoir en termes de commande quelque chose de plus simple, vu qu'on a un transistor MOS en entrée, et on garde pour la partie interrupteur le transistor bipolaire. Donc on a les avantages finalement des deux composants qui se combinent. Et on a ici, donc, finalement, quand on regarde bien, la symbolique du composant mélange celle du transistor et du MOS. On a donc sur l'entrée la gâchette, et ici un symbole qui nous dit quelque part que c'est bien un condensateur qu'on va charger en entrée, et un collecteur, un émetteur, et on retrouve de ce côté-là le symbole du transistor, donc qui nous montre que du côté de la puissance, on se retrouve avec un transistor bipolaire. Alors comme effectivement en cours de CPGE TSI, on n'a pas la commande des interrupteurs au programme et qu'on se contente de la partie puissance, hein, donc voilà, on reste avec le transistor bipolaire ou l'IGBT, c'est la même chose, vu qu'au niveau collecteur-émetteur, ce sont les caractéristiques d'un transistor bipolaire, donc avec une tension de saturation. Et au niveau du transistor MOS, on a un comportement en résistance dont on nous donne la valeur RDS on. Ça nous permet d'avoir un peu le calcul des pertes par conduction.
Donc VCESAT fois le courant moyen pour le transistor et RDS-on fois le courant efficace au carré pour le MOS. Je reprendrai ça rapidement lorsque je ferai le cours sur le choix, le calcul et le choix d'un dissipateur pour composant de puissance. Voilà, donc l'IGBT, de par ses caractéristiques, c'est largement maintenant généralisé dans les convertisseurs d'énergie électrique. Hein. On le trouve sur des valeurs très élevées de courant et de tension, plusieurs milliers de volts et des centaines d'ampères sans problème. Quelques ordres de grandeur, donc des chutes de tension qui vont de 2,5 à 4 volts pour des tensions qui vont jusqu'à 1500 volts et plus de 1000 ampères pour l'IGBT. Vous voyez que ça commence à faire des composants qui sont capables de commuter des puissances assez élevées. Les temps de commutation, donc de l'ordre de la microseconde, hein, ce qui nous permet d'atteindre les 20 kHz à peu près sans trop de problèmes, hein, et des courants et des tensions plus faibles qui diminuent pour des courants et des tensions plus faibles, ainsi que des temps de commutation plus faibles que le transistor bipolaire. Rapidement, un transistor, on va le choisir à partir de son application, hein, c'est-à-dire de sa tenue en tension. On prendra un coefficient de surtension lors de la commutation. Alors on est toujours un peu plus large sur la tension, avec généralement un facteur de l'ordre de 2 pour la tenue en tension, c'est-à-dire que pour une application à 300 volts, on prendra un composant 600 volts. Hein, en première approximation, en première étude. Après, s'il y a des critères qui rendent les choses très coûteuses de prendre ce coefficient, on verra de manière plus précise si on ne peut pas le réduire ou s'il ne faut pas rajouter des composants pour améliorer les commutations. Et sa tenue en courant, on prendra également un coefficient. Ici, on sera plutôt autour de 1,5, c'est-à-dire que pour 8 ampères, par exemple, eh bien, on prendra un composant 12 ampères. Voilà. Et bien évidemment, les temps de commutation qui doivent être liés avec la fréquence de fonctionnement, donc des temps de commutation qui doivent être nettement inférieurs aux 5% de la période de fonctionnement du système. Ces critères, finalement, ils vont imposer la technologie de l'interrupteur. Est-ce qu'on prend un transistor, un MOS, un IGBT? Et ensuite, une fois qu'on a notre interrupteur, on pourra adapter la commande qui n'est pas au programme, hein, mais c'est la suite de l'étude normalement. Adapter la commande à l'application. Voilà, fin de cette vidéo.